أنتم في قلبي، أنتم في قلبي، وذكركم في فمي. لا لا يا لا 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 كيف أصل Trois éminents docteurs de taille, reconnus à l'échelle internationale, Dr Mohamed Mouatassim et Dr Ahmed Moukawi et Dr Youssef Chihab, des spécialistes sur la question du Sahara marocain, qui vont être à votre disposition pour, dans un premier temps, une présentation succincte de domaines où nous vont intervenir, notamment juridique par rapport à Dr Mohamed Mouatassim, géopolitique par Ahmed Moukawi, et aussi géostratégique par Youssef Chihab, qui vont représenter pendant une vingtaine de minutes, grosso modo à chacun, et on enchaînera avec des questions-réponses interactives. Je tiens à remercier infiniment la présence parmi nous des élus français, et notamment le maire adjoint de la ville de Colombe, qui nous honore par sa présence, et les élus français qui participent avec nous dans cette conférence. Ils sont partout, et ça montre qu'on peut simplement la voix du Maroc est entendue partout. On va démarrer avec la conférence. Je demande au docteur Mohamed Mouatassim de présenter le docteur Youssef Chihab et le docteur Ahmed Moukawi. Alhamdulillah, j'aperçois pourquoi on est assez nombreux dans cette salle. Ça montre à quel point que l'unité nationale, c'est une unité qui nous tient à cœur tous ensemble. À cette occasion, je souhaite la bienvenue à l'ensemble du corps diplomatique ici présent, bien sûr à l'ensemble du corps de la presse, et notamment nos amis de la presse française qui sont parmi nous. Et aussi, nous souhaitons la bienvenue à l'ensemble des convives qui sont ici. Et avant de vous étaler le déroulé de cet après-midi, je souhaite passer un mot à une personne qui a bien travaillé d'une manière assez importante ces derniers jours, c'est Alaoui Mohamed, qui je souhaite lui saluer par rapport au travail formidable en tant que coordinateur dans cette rencontre. Tu m'as cassé le truc. Le déroulé de cet après-midi va être composé en deux phases. Dans un premier temps, on va diffuser le professeur Mohamed Mouatassim a occupé le poste du membre du cabinet de Sa Majesté et l'auteur de plusieurs ouvrages et recherches sur les relations internationales. Ancien député et président du groupe parlementaire, il était magistrat, membre du Conseil constitutionnel.
Il a également occupé le poste de secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et du gouverneur de Sa Majesté, notamment à la ville de Franchi. Dr Youssef Chihab, professeur associé à l'Université Paris 8, la Sorbonne, spécialiste en géostratégie et développement, expert auprès du PNUD, auteur de plusieurs articles atlas géographiques du Maroc, auteur de manifeste de l'indépendance du Maroc, en destin mémoire chez Alphavar à Paris. Et enfin, Dr Abdelrahman Kawi, un éminent spécialiste des questions sécuritaires et militaires. La première intervention, ça va être à M. Abdelrahman Al-Kawi, avec une première question. Les origines des conflits au Sahara, analyse géopolitique et sécuritaire. Premièrement, bonjour à tout le monde, salam alaikum. D'abord, je remercie les organisateurs de la société civile pour l'organisation de cette conférence qui coïncide avec le 39e anniversaire de la Marche verte. Et je commence mon discours par un rappel des grandes lignes des propos de Sa Majesté le roi Mohamed VI avant-hier, le 6 novembre. Et c'est un mois, justement, dans lequel je salue aussi la révolution du 1er novembre algérienne, le peuple algérien qui est un peuple frère, qui forme avec le peuple marocain un seul peuple. C'est-à-dire, quand on parle un peu des autorités algériennes, on dissocie le peuple algérien qui a été avec nous dans le même combat contre le colonialisme, pour le développement et notre histoire commune, notre langue commune, notre religion commune, etc. Donc il faut faire, moi en tant qu'enfant de frontière, je suis né à la frontière algéro-marocaine, la moitié se trouve de l'autre côté en Algérie et l'autre moitié se trouve à Oujda. Et pour un rappel historique, la population d'Oujda, en 1960, la moitié de la population était algérienne. Donc on ne faisait même pas la différence entre un Algérien et un Marocain à Oujda, étant toutes les limitrophes marocains. Je rappelle un peu le discours du roi Mohamed VI avant-hier. Il a focalisé sur 5 ou 6 points d'après moi et d'après les analystes spécialisés dans les questions sécuritaires et militaires, les questions de géopolitique. Premier point sur lequel Sa Majesté a rappelé que le conflit est un conflit algéro-marocain, c'est-à-dire il le situe entre les dirigeants algériens et l'État marocain. Il dissocie un peu le peuple algérien qui n'a rien à voir avec ce problème qui secoue toute la région du Maghreb et qui vraiment arrête toute construction maghrébine. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, que le Maroc n'a ni pétrole ni gaz, mais il a les principes. Ça signifie que l'affaire du Sahara marocain est l'affaire de tous, la responsabilité de tous, de tous les Marocains. Le troisième point, c'est que les investissements du Maroc dans les provinces du Sud sont beaucoup plus supérieurs à ses ressources. Le Polisario parle un peu du pillage des ressources naturelles du Sahara. Mais si on voit un peu ce que donne chaque Marocain et chaque jour pour la construction et le développement de ce territoire est beaucoup plus supérieur à ces ressources, soit du point de vue phosphate, soit du point de vue pêche, etc., etc. Le quatrième point, il s'agit un peu que le Maroc ne s'agenouillera pas, ne se pliera pas devant aucune décision d'où elle vient, de l'ONU ou de l'Union africaine, parce que c'est son droit et il est bien dans ses revendications et il est ouvert à toute négociation. C'est-à-dire le Maroc, il est ouvert à toute négociation acceptable, équitable, plutôt juste, équitable et mutuellement acceptable par les parties en conflit.
Mais pour expliquer ces points, il y a d'autres points aussi. Premièrement, que la solution économique serait la solution idoine pour trouver une solution avec l'Algérie. Tout le monde sait que les prix du pétrole dégringolent, il est arrivé à 18 $ avant-hier. Et les Algériens commencent déjà à la pénurie du pétrole et ils sont en train de revoir toute leur stratégie au niveau de la construction maghrébine. Je crois que le roi, quand il a parlé de la régionalisation, de l'autonomie et de la construction maghrébine comme solution économique à ce conflit, il n'a pas tort parce que toutes les analyses économiques prévoient que l'Algérie va connaître une pénurie du pétrole dans une vingtaine d'années. Mais pour comprendre ce conflit, les Marocains et les Algériens ont tendance à oublier l'histoire. Le conflit a commencé avant la colonisation française. Pendant la présence ottomane, les Turcs ont essayé de déloger le Maroc du Sahara oriental, qui s'étend de Tindouf à Timimoun, à Ain Salah, à Ilizi. Le Maroc était présent dans ces endroits-là et les Ottomans ont essayé de le déloger militairement. Il y avait pas mal de hamalats, des expéditions de Moulay Ismail, de ses successeurs, pour justement résister aux visées ottomanes de l'époque. Les Ottomans ne se sont aperçus qu'ils ont fait une erreur. Si on étudie tous les archives de cette région, qui sont de 18 millions d'archives qui sont actuellement dans le musée d'Istanbul, on voit que les Turcs se sont aperçus tardivement que pour justement créer, souder le micronationalisme algérien, parce que l'Algérie n'existe pas à l'époque des Ottomans. C'était les Français, c'est le général Joseph Schneider qui, en 1839, a baptisé ce territoire le département de l'Algérie, en appellation avec trois îles qui se trouvent en face de la capitale algérienne, Alger. L'Algérie vient de ces trois îlots. Et le général Joseph Schneider, qui s'appelait à l'époque ottomane le Maghreb al-Awsat, le Maghreb du milieu. Donc les Français ils se sont aperçus avec les pères blancs, avec les militaires, pour souder tous ces peuples, ces régions, ces ethnies, il faut créer une doctrine militaire, une doctrine qui est basée sur un renseignement bien précis, c'est chercher un ennemi extérieur. Et l'ennemi extérieur, il est bien facilement trouvé pour les Français. Ils ont trouvé la monarchie chérifienne marocaine à côté. Alors, c'était le premier conflit en 1844, parce que les maquisards algériens qui résistaient à la rentrée du colonialisme se réfugiaient au Maroc. Il y a l'émirat de Kader qui s'est réclamé comme un shérif idrisside. Il est venu au sultan pour justement lui présenter son allégeance. Il y a le combattant Bouamana qui était à l'origine un peu de la colonisation française. Et il y a la contrebande. La contrebande, c'était un ancien disque qui a été inventé de toutes pièces par le colonel à l'époque. Quand il était en Algérie, il était colonel, mais quand il est rentré au Maroc, il est devenu général puis maréchal. C'était l'ancien disque de la contrebande. La France soupçonnait le Maroc d'encourager la contrebande entre les deux pays. C'était la contrebande des ovins. Vraiment. Donc, l'histoire de la colonisation, il y avait trois acteurs. Il y a les pères blancs qui ont contribué à la consolidation de cette doctrine, c'est pour créer, souder tous ces peuples, ces régions-là qui est l'Algérie. Regardez la carte algérienne, ce gros ventre, ils ont grignoté sur le Maroc, sur la Libye, sur la Tunisie, sur le Niger, sur le Mali, sur la Mauritanie. Donc, c'était créer un complot extérieur permanent, un ennemi extérieur permanent, c'est le Maroc, pour pouvoir garder ces peuples, ces régions, ces ethnies en cohésion. Alors, à chaque fois que l'Algérie passe, où les dirigeants, je parle bien des dirigeants algériens,
passe par un tournant décisif dans leur histoire, ils provoquent le Maroc. La guerre de 1963 et les archives militaires français, qui sont toujours archivés malheureusement, ils ne sont pas révélés, c'est que c'est les Algériens, Boumediene Ben Bella à l'époque, et Bouteflika qui était le plus jeune leur ministre des Affaires étrangères, Natif Doujda, et mon voisin du parti, ont pensé à cette doctrine des Français, des Perlons et des militaires français. Cette doctrine qui a été façonnée pendant la guerre de libération par un colonel qui s'appelle Abdelhafid Boussouf, qui a créé le service secret algérien. Le fondateur ou le père du service secret algérien, Simbrouk, alias Simbrouk, était résident à Oujda et son quartier général se trouvait à Larach. C'est lui qui a vraiment façonné la doctrine algérienne contre le Maroc. Et la guerre de 1963, l'Algérie allait s'effondrer parce qu'il y avait la troisième armée de Aït Ahmed qui allait prendre le pouvoir. Il y avait des rébellions partout et ils ont provoqué le Maroc d'une manière ou d'une autre, justement pour rentrer dans la guerre des sables. Les archives militaires françaises et espagnoles ont la preuve que c'est Ben Bella, Boumediene et Bouteflika qui ont vraiment provoqué ce conflit quand Hassan II s'est aperçu que c'était vraiment un piège des Algériens. Il a donné ordre au général Driss Ben Omar Alami de retirer ses troupes. Donc, la création de ce ennemi potentiel, la création de ce conflit, parce que le conflit allait se régler entre les Marocains et les Algériens à l'époque de Boumediene, mais c'était les Espagnols qui ont aussi ajouté du feu dans qui sont dénoncés par le roi dans son discours quand il a parlé que le Maroc ne se pliera pas aux intrigues idéologiques et il sous-entend même aux corrompus de quelques organisations internationales pour satisfaire ses ennemis. Donc la question se trouve dans une phase très difficile. Ils ont ouvert, après leur défaite en 1991 militairement, ils ont ouvert d'autres fronts. Il y a le front diplomatique, le front médiatique, le front électronique. Il y a le front de la corruption qui, comme disait le roi, les Marocains n'ont que des principes, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de pétrole. Mais je crois que le roi voulait dire par là que la question du Sahara, c'est la responsabilité de tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde, c'est comme notre maison commune, il faut la défendre. Il faut la défendre chacun dans son coin et chacun à sa façon, d'une manière rationnelle, d'une manière pacifiste, parce que les Marocains ne veulent pas couper les ponts avec le peuple algérien. On mise beaucoup sur l'opinion algérienne. Actuellement, les Algériens, quand on parle aux chefs de partis politiques de tous les bords, du parti communiste aux islamistes, ils ont une position pour l'intégration des provinces du Sud à leur mère patrie qui est le Maroc. Ils n'ont aucune idée sur justement ce partage parce qu'ils savent que si ce territoire deviendra indépendant, c'est l'Algérie qui va exploser un jour. Et je remercie, s'il y a d'autres questions, on aura l'occasion de répondre facilement. Merci. La région, plutôt les frontières, n'ont jamais connu vraiment une véritable stabilité, une véritable stabilité, une véritable coopération. Il y avait des ouvertures, puis des fermetures, puis à chaque incident, soit la question d'Asni, soit de Marrakech, soit il y avait toujours ce monstre qui surgit de la part des Algériens ou de la part des Marocains. Donc, le conflit a commencé de ce côté-là, c'est-à-dire les Algériens voulaient cacher l'arbre qui est le Sahara oriental, qui est riche. Boumediene disait, je peux laisser le nord algérien, je peux délaisser, je peux même laisser au colonialisme le nord algérien, qui est la Kabylie, et mourir pour le sud algérien, parce que c'est une région très riche
très en gisement, en pétrole, en gaz et d'autres minerais, la bauxite, le fer, etc. Bon, je rappelle ici les accords d'Évian qui sont signés entre le FLN algérien et le général de Gaulle. Parmi ces accords secrets qui n'ont jamais été révélés, l'Algérie doit appliquer le principe d'autodétermination des populations sahariennes algériennes, c'est-à-dire de Ouargla à Tamanrast. Nos principes qui ne l'ont jamais appliqué. Deuxièmement, que l'Algérie laisse les Français à la base Mersel Kibir d'Oran, la plus grande base aéronavale dans la Méditerranée. Le troisième accord secret, c'est l'exploitation des gisements de Rajbilet de fer et donner un couloir vers l'Atlantique. Donc, il y a des accords qui sont signés. La frontière avec le Maroc n'a jamais été délimitée malgré que De Gaulle proposait au feu Mohamed V, le sultan, de négocier les frontières avec les Français avant de donner l'indépendance à l'Algérie. Le sultan Mohamed V refusait toute négociation avant l'indépendance de l'Algérie. Donc il y a une doctrine militaire, une doctrine des services de renseignement, c'est elle qui, par ricochet, les services secrets algériens, le COM, le comité d'organisation militaire, qui s'est transformé en MALC, le ministère de l'armement et logistique algérien, dirigé toujours par le colonel Abdelhafid Boussouf, alias Simbrouk. Il gardait toujours cette doctrine. C'est les services qui ont créé l'armée, l'ALN, l'armée de libération nationale, et l'ALN a créé l'État-nation. Leur doctrine, c'est quand l'Algérie passe par un tournant décisif politique actuellement, si on regarde un peu les trois déclarations importantes des trois principaux dirigeants de l'Algérie, à savoir le Premier ministre qui a menacé le Maroc la semaine dernière, que l'Algérie possède des potentialités militaires pour répondre à toute menace marocaine. Il y a la déclaration du vice-ministre de la Défense, le général-major Ahmed Gaïd Salah, qui a parlé que l'ALN est une arme diplomatique et médiatique, et en même temps ils ont ouvert une guerre électronique contre le Maroc. Il y a la dernière déclaration qui provient cette fois-ci du palais Mouradia, du Mohamed Qsantini, qui est un avocat de renom malheureusement, qui a demandé à Bouteflika de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. Le Maroc qui a toujours tendu la main à nos frères algériens pour justement résoudre d'une manière bilatérale ce conflit qui n'a pas de raison d'être. Ce conflit, parce que le Polisario n'est pas le maître, comme on disait dans le film, il n'est pas maître de sa décision, il est confortablement installé avec les dons, avec l'argent qui vient de partout, et ils ne veulent même pas parler de l'indépendance. Même les Algériens ne veulent pas parler de l'indépendance du Sahara. Il y a une thèse comme quoi, une fois que le Sahara soit indépendant, dans la même déclaration de l'indépendance de Mohamed Abdelaziz, il va déclarer l'intégration à l'Algérie. Ça, c'est les documents secrets qui sont tenus par plusieurs services, et Mme Hilary Clinton l'a bien mentionné dans son livre dernièrement. Donc, pour vous dire que le conflit actuellement passe par une phase très difficile, très complexe. Les autorités algériennes, malheureusement, à l'insu de leur peuple qui est vraiment occupé dans son quotidien, il y a un blocage politique dans la succession de Bouteflika, il y a une lutte de clans entre les principaux acteurs algériens. Dans cette phase, que le roi l'a mentionné dans son dernier discours au Parlement, que le Maroc passe par une phase très difficile, parce que les ennemis de l'intégrité territoriale du Maroc veulent vraiment trancher avec la question et avec le Maroc pendant la... لا للمتاجرة بهذه القضية، قضية الصحراء قضية وطنية ينبغي أن يعلمها الجميع.
اقتصاد الريع في الصحراء ينبغي القطع معه نهائيا، وإعطاء لساكنة الصحراء في إطار الجهوية التي سوف يمارسها هؤلاء الساكنة، إعطاءهم استغلال من الموارد الصحراوية بمساعدة المغرب وبإمكانيات المغرب الضخمة. من رأى العيون سنة 1975 أو 76 المتر مربع الآن في العيون في الشارع الرئيسي بلغ 20,000 درهم للمتر، حتى تعلمون بأن هناك تنمية اقتصادية سريعة، لدرجة أن العائلات التي أتت في إطار الزيارة التي نظمتها الأمم المتحدة فضلت البقاء في العيون أو في الداخلة أو في السمار. شكرا. Et puisque nous avons avec notre docteur juriste de renom, c'est le docteur Mohamed Matassim, la question juridique de la question du Sahara marocain. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'en étais très ému après avoir discuté avec mes frères TME ici depuis hier soir et puis toute la journée, toute cette matinée, de leurs problèmes, de ce qui les préoccupe, de la défaillance, il faut bien le dire, de certaines autorités marocaines à leur égard. Tout cela m'a donné beaucoup d'émotions et m'a fait beaucoup de peine. Et je ne peux ici que leur exprimer mon entière solidarité. Par ailleurs, je tiens à remercier le comité d'organisation de cette cérémonie extrêmement importante dans la marche de notre pays, qui coïncide bien sûr avec le 39e anniversaire de la marche verte. Donc je remercie le comité d'organisation qui a eu l'idée d'organiser cette cérémonie. Je remercie particulièrement M. Zaroualat, M. L'Alaoui, M. Moussa, M. Hassas, moi certains je ne les connais pas, mais je tiens à les remercier pour avoir vu leur nom en tant qu'organisateur. Je les félicite, si mes félicitations pouvaient leur apporter quelques satisfactions, je les félicite pour la réussite de l'organisation de cette cérémonie. Je sais qu'il est difficile d'être le dernier à prendre la parole parce que les gens commencent à se fatiguer et ne prêtent pas tellement attention, d'autant plus que mon intervention est sèche. Elle porte un petit peu sur l'aspect juridique et sur les falsifications, pour ne pas dire les escroqueries que les responsables, nos frères algériens, leurs responsables, je fais toujours la différence. J'ai assisté à plusieurs forums en Algérie avec mes confrères professeurs et j'ai toujours fait la différence et écouté les frères algériens qui font la différence entre ce qui se passe au niveau de leurs responsables et le peuple algérien, qui comme nous regrette beaucoup cette fermeture ad vitam aeternam de la frontière algéro-marocaine, qui comme nous regrette cette situation tendue qui n'a pas de nom, cette fermeture de frontière. Tout ça, le peuple algérien est hors de cause. Et donc tout ce que je dirai ici ne s'adresse qu'aux responsables algériens et aux seuls responsables algériens. En parlant de falsification et d'escroquerie, j'en parle en connaissance de cause et par expérience vécue. J'ai pensé à cette falsification et à cette escroquerie quand je me suis retrouvé avec un jeune ministre algérien qui s'appelle Bouteflika, qui était ministre algérien des Affaires étrangères, tout jeune, tout beau, et moi qui étais encore jeune aussi, peut-être pas aussi beau que lui, mais j'étais jeune et j'étais professeur de relations internationales dans mon pays, et je l'ai entendu dans son intervention à l'OUA, à Addis Ababa, alors que je faisais partie de la délégation marocaine. Je l'ai entendu
tout bonnement considéré le Maroc comme une colonie, en disant le peuple algérien a exercé son droit à l'autodétermination, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas un droit à l'autodétermination au Sahara occidental. Alors cette falsification est très grave, parce que, bien sûr, je suis intervenu et je l'ai remis à sa place. J'étais tout aussi jeune que lui, je suis même plus jeune que lui, et je revenais de Paris, où j'étais responsable de l'Union nationale des étudiants du Maroc à l'échelle de la France, de l'Europe, et de la France et de l'Europe. Et donc, je ne manquais pas de culot, je ne manquais pas d'agressivité. Et donc, dans mon intervention, j'ai dénoncé, en rappelant d'abord à l'assistance, que M. Bouteflika était tout aussi marocain que moi, qu'il est né à Oujda, que moi je suis né à Qsbtada, que nous avons fait des études dans des collèges musulmans identiques, etc., etc. Et que finalement il n'a mis ses pieds à l'Algérie qu'à la veille de l'indépendance. Et avec tout le respect que je dois à son rang, il est en train de falsifier la réalité. Un protectorat et une colonie, les professeurs sont là, peuvent en témoigner. Un étudiant de 4e année de droit public qui fait la confusion entre protectorat et colonie est renvoyé à la session d'octobre. Un protectorat tel que le nôtre est un acte, comme on dit en arabe, c'est un contrat qui lie deux États souverains. L'un s'appelle la France et l'autre le Maroc. À la veille de la signature de ce traité de Fès, le traité de protectorat de 1912, il y avait ce qu'on appelait la politique des trocs. La politique des trocs, c'est-à-dire en secret, les puissances colonialistes, et je fais toujours la différence, je continue toujours à dire à mes étudiants, faites la différence entre la France coloniale et la France des libertés, et la France de la culture, et la France des droits de l'homme. Il y a deux Frances. Nous avions à l'époque hérité de la mauvaise France, c'est-à-dire de la France coloniale. Et dans ce cas-là, il y avait des accords secrets entre l'Espagne et la France. L'accord secret de 1904 qui délimitait le champ d'action entre les deux puissances, qui était un accord ultra secret et qui prévoyait que l'Espagne prendrait sa part du Maroc une fois que Moulay Abdelaziz signerait le traité de Fès. Ce ne sera pas Moulay Abdelaziz, ce sera son frère Moulay Hafid qui signera le traité de Fès. Et effectivement, ces accords secrets qui ont précédé le traité de Fès, une fois que nous avons signé le traité de protectorat, l'Espagne s'est présentée à la France et lui a dit « Eh bien maintenant, il faut me donner ma part ». Nous n'avons pas de traité de protectorat avec l'Espagne, qui est maintenant à la source de nos malheurs. La France a demandé donc l'Espagne a demandé donc à la France de lui donner sa part du gâteau. Et la France n'a fait que sous-louer à l'Espagne la partie nord de la partie nord du Maroc et la partie sud, avec bien sûr Tafaya, Ifni, Souakh el-Hamra et Oued Dahab. Cette sous-location, je crois que, je m'excuse auprès de mes amis, de nos amis français ici, je crois que la France a supporté une grande responsabilité d'avoir sous-loué cette partie du Maroc à l'Espagne par un traité signé en novembre. Le traité de protectorat avec la France était signé en 1912, en mars 1912, et le traité signé entre la France et l'Espagne, protectorat du Maroc par l'Espagne, a été signé en novembre 1912. Donc, normalement, au moment de la décolonisation, au moment où nous avons obtenu notre indépendance en 1956, au moment où l'Espagne nous a donné la partie nord aussi en même temps que la France, l'Espagne se devait de nous restituer aussi la partie sud. Elle se devait de nous restituer Ifni, Tafaya, Ifni, Sakhir al-Hamra et Oued Dahab, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon mondial le Sahara occidental. Et la France devait prendre ses responsabilités.
Et la France devait pousser l'Espagne, parce que c'est la France qui a secoué devant un tribunal international. Si nous plaidions cette cause maintenant, nous pouvions malheureusement accuser nos amis français de leur dire « c'est vous qui avez secoué cette partie à l'Espagne, et donc il vous appartient à vous de faire tout pour qu'elle soit restituée en même temps que l'indépendance du reste du Maroc. » Bon, évidemment, le Maroc a fait preuve de bonne volonté, il a dit bon, avec les négociations, nous allons arriver, puisque en 58, 2 années plus tard, nous avons récupéré Tafaya, mais Ifni et le Sahara occidental, il y a eu le réflexe, bien sûr, de la puissance coloniale, c'est-à-dire l'Espagne. Pourquoi l'Espagne a-t-elle pris le Sahara occidental? Tout simplement parce qu'elle a découvert les gisements fabuleux de Boukra, de phosphate, et elle s'est dit, bon, cette partie, je vais la sortir du protectorat. Donc je m'intéresse au dossier de Sahara, comme je m'intéresse à d'autres dossiers politiques ou géopolitiques, parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris « Men lam yahtam bi umur al-muslimina falaysa minhum ». Aujourd'hui, demander aux forces occupatrices espagnoles ou françaises de témoigner sur les frontières marocaines avant 1912, c'est comme demander aux Anglais de témoigner pour la Palestine. Donc, moi je crois que laisser ce dossier entre les mains des Nations Unies, ils peuvent le faire durer des années-lumière, parce qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt des peuples de cette région. Chaque pays, il a son agenda, et chaque pays il travaille pour son intérêt. Et Dr Mu'tasim, il a découvert avec M. James Baker qu'eux, ils regardent leur intérêt, et peu importe les peuples de cette région. Il faut que ce problème de Sahara soit, je dirais, un rapprochement avec le peuple algérien qui est comme le peuple marocain. Ils veulent vivre en paix. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont de la frontière de Oujda et qui ont beaucoup de mal à supporter la fermeture de la frontière. Et mobiliser en même temps les dirigeants, que ce soit marocains ou algériens, avant tout devant Rabbi subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit donc après, les dirigeants de chaque pays, ils seront responsables, ils doivent répondre, et en même temps, il faut que ce type de débat, on implique les Algériens, parce qu'eux aussi, ils ont peut-être un point de vue à donner pour faire le rapprochement et non pas l'inverse. Merci. Une femme, si c'est possible, parce que... Je lui ai posé la question, il connaît bien le Maroc, parce que c'est lui le président de la fondation de l'IOT qui a gouverné au Maroc. Et pourquoi la fondation n'intervient pas? Il m'a dit, s'il pouvait, mais c'est la politique, il ne peut rien faire. Enfin, la politique française, il n'a pas le droit. Moi, je crois qu'il faut que... On a parlé de la géographie de l'histoire. La France et l'Espagne, ils ont toute l'histoire s'ils veulent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, ils ont tout. Et il ne faut pas attendre de qui que ce soit, toutes les démarches qu'on a fait. Le Sahara est marocain, il faut la défendre. Il ne faut pas attendre que quelqu'un la reconnaisse. Nous, les Marocains, on sait que les Marocains. On va donner la parole à des jeunes, notamment la géopolitique. Était-ce une erreur parce qu'on disait que le HCR ne pouvait pas comptabiliser les Sahraouis? Voilà. Une dernière question. En tant que professeur aussi de droit musulman, parce que à côté de mes spécialités de constitutionnalisme, de relations internationales, je voudrais, ça va maintenant? Je voudrais vous répondre rapidement, puisque la question que vous avez posée a une relation avec le droit musulman. Le bé'a, l'allégeance. Nous vivons dans un État à cheval sur la théocratie et le confessionnalisme. Nous vivons au Maroc, Dieu merci, en tant qu'État confessionnel, c'est-à-dire nous avons un droit positif, nous avons bien sûr comme source de droit le Coran, la Sunna, l'Ijma', le Qiyas et l'Akhiré, mais cela nous ouvre la voie à Bouab l'Ijtihad, et donc à ce titre nous sommes un État confessionnel, pas théocratique, pas comme l'Arabie Saoudite où simplement le Coran et la Sunna suite et fin.
dans l'histoire de la Béa. La Béa, j'entends très bien, mais je ne parle pas de ce point-là. Je parle du propos du monsieur professeur, de le fait de se battre. Il va vous répondre, monsieur. Il va vous répondre. Je comprends tout à fait que vous voyez. La Béa est correcte. Si Sa Majesté avait décidé de lancer la marche verte, juste après l'avis consultatif, c'est qu'il a considéré qu'il y avait une légitimité dans cette BA, dans cet avis consultatif de la CIJ. L'avis consultatif a dit qu'il existe des liens d'allégeance. Or, je ne connais pas de lien entre le trône et les autres régions que les liens d'allégeance. Le Rif est lié au trône par les liens d'allégeance, le Moyen Atlas est lié au trône par les liens d'allégeance, Sahara aussi est lié au trône par les liens d'allégeance, le Sousse est lié par les liens d'allégeance. C'est parce qu'il a trouvé la légitimité dans cet avis consultatif qu'il a lancé la marche verte. Et pour nous, c'est un argument. Je n'ai pas eu le temps de parler tout à l'heure de l'avis consultatif de la CIJ, mais pour nous, c'est un argument massif, un argument solide qui contribue à prouver que, effectivement, la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire des Nations Unies, eh bien, nous a rendu justice. Merci Simatassim. Le complément de la réponse par rapport sur le plan géographique. Je vais te répondre, c'est un direct ainsi, et je vais être court. Moi, je suis géographe, donc je n'ai pas de rapport à l'abstrait. Je parle à l'espace qui me parle plus que... Bon. Si nous voulons cartographier le concept d'allégeance, ben, il faut intégrer la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la partie de l'Andalousie. Parce que tous sont tous des territoires qui ont été régulés par des rapports d'allégeance avec le royaume chérifien. Il y a des concepts qui sont opposables. Donc tant, pas d'autres. Le Maroc, il a fait valoir cet argument, parmi d'autres. Et la décision qui a été prise pour lui rétribuer son droit à l'exercice de sa souveraineté, c'est par opposition à la force occupante, qui n'avait aucun lien d'allégeance, et a fortiori les voisins du sud de la Mauritanie et l'est d'Alger. Donc, si le Maroc veut, si on veut pousser tant a priori jusqu'à l'absurde, hein, il faut arrêter nos frontières en Tunisie, parce que j'ai une carte de 1880, on l'avait évoqué ensemble une fois. On avait le Maroc où il était à peu près 10 fois la surface, si on se réfère à l'allégeance comme polarité géographique d'un État. Mais l'allégeance, comme tu le sais, n'est pas géographiquement viable et elle est élastique, puisque ce sont des populations qui bougent sur un territoire, mais qui n'est pas dans les populations ne sont pas sédentaires. Donc le Maroc s'est verrouillé dans une géographie figée, qui est le Sahara occidental. Ça, c'est une entité figée. Et il a transposé le concept historique. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce concept ne tient plus. L'allégeance ne tient plus, pour parler clairement, puisque le dossier a été internationalisé. C'est la géographie qui impose au Maroc une nouvelle approche diplomatique, essentiellement basée sur la viabilité d'un État et sur sa sécurité nationale. Merci, M. Chiheb. Donc, on donne la parole à quelqu'un qui vient de l'Italie. Donc, nous avons du monde qui s'intéresse à la question du Sahara marocain, qui vient de l'Italie. C'est Chiheb. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. البداية أتكلم بالعربية لأن ربما تعرفوش طاليانية، اللهم نجبدوا شوية الجو. عيد مبارك سعيد وكل سنة والصحراء المغربية بخير والمملكة المغربية بخير والله يرجع بالصحة والسلام. في البداية كنت تنشكر الدكاترة وتنشكر الإخوان اللي استدعونا لهذا اللقاء وتنهنيهم على المبادرة الطيبة الجميلة اللي تمشي في السياق ديال التربية الوطنية وحب الوطن وتربية أبنائنا وأولادنا على تاريخنا المجيد، لأن هذه المسيرة الخضراء تعتبر حدثا عظيما قام به شعب عبقري مع ملك عبقري. أتأسف للفرنسيين على أي بالنسبة للدكاترة أنا ما نقولش لأن الأطروحات ديالكم كانت أكاديمية وهذا، أنا غادي ندوي بما يتعلق بمواطن عادي بسيط. أنا بغيت نسول هل يعقل لدولتين مثلا انجلترا واسبانيا اللتان كانتا تعرفا بسيدات البحار وخصوصا اسبانيا ان ياتي المغرب ويستعمر بلدا استعمرته اسبانيا؟
يعني المغرب يسمى في قاموس الجزائر بأنه يستعمر إسبانيا، وهل المغرب استطاع أن يستعمر الدولة الإسبانية في دولة مستعمرة؟ هذه الأولى. النقطة الثانية، هذه الدولة اللي استعمرت واش كان عندها شاركت شحال من مرة شاركت في كأس العالم؟ ما هي الحكومات ديالها السابقة؟ شحال من خطرة دات ميدالية ذهبية في المنظمات الدولية؟ يعني لم تكن دولة أصلا قائمة كما قال الدكتور معتصم، لأن هذه الوظائف كلها مزورة. غادي نمشي للنقطة الأخرى واللي تتعلق بالبوليزاريو. البوليزاريو النصف ديالهم في الجبهة والنصف الآخر داخل عندنا. الشيخ بيد الله مع العينين رئيس مجلس المستشارين في المغرب، خوه وزير الهي، الرئيس ديال الجبهة عبد العزيز المراكش، عبد العزيز محمد عبد العزيز راه متقاعد في المغرب. إذا المشكل ديال خوه قبيل وخوه الاخر استاذ جامعي، يعني المشكل ماشي مشكل قانوني ولا تعطي واش الوقت عشان الطالع الله يجزيك بخير. بالنسبه لما يتعلق بحقوق الانسان، انا ترد على الجزائر بطريقتي العاديه اللي تعلمتها من السي العلوي. المغرب الدوله الوحيده في العالم تقريبا اللي دارت النموذج ان حفرت القبور وجبدت العظام وهي رميم، ودارت لها التحليل الحمض النووي وتعرفت على الناس ضحايا ديال ايام الرصاص في الانصاف والمصالحه. كيف يعقل للجزائر ان تاتي اليوم وتتهم المغرب بحقوق الانسان في الصحراء؟ هذه شهاده لا يمكن، يجب ان نفتخر اننا مغاربه، يجب ان نرفع الراس، لان المسائل ليست بمسائل عاديه ولكن بمسائل حنا كمواطنين عاديين لسنا كسياسيين كالمواطنين، ولكن كيف ما قال الملك في الخطاب ديالو البارح راه كاينين اغنياء الازمات، كاينين ناس اغتنوا من قضيه الصحراء، راه كان التدبير سيء خصنا نعترفوا بها. حنا بلادنا احنا غاديين ليها وشادين بلادنا، ما غاديش نمشيو لديك الامم المتحده حنا ترفضوها بتاتا، لان بلادنا حنا شادين ليها، واللي بغى يدخل ليها بلا اذن ديالنا يجرب يجي يدخل، نتبعو حتى السكيكده وبالجايه وعنابه. باقا نقطتين، الاولى انها القضيه وطنيه، وطنيه يعني ان المغاربه كامل يجب ان يتضامنوا. انا جيت من ايطاليا لا علاقه لي بالاخوان ديال فرنسا، ولكن كاين واحد السيد مشى في نفس اليوم وفي نفس الميعاد ودار لقاء في نفس التوجه وفي نفس هذا، وهذا تيضرب المصالح. انا بعدا شخصيا انا عروبي شخصيا هذا امر دبر به، يعني كان اما هو يجي عندنا ويبارك معنا ويحتفل معنا بالعيد الوطني، يا اما حنا نمشيو عنده. وفي نفس القنصليه 92 هذا السيد هو الدكتور مريزيه اللي ما يمكنش فيه يقوم بهذا العمل، لان هذا عمل باقا النقطه الاخرى ولكن هذيك اصحاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Évidemment, on voit celle qui nous intéressait, et puis nous avons acheté. C'est pour ça que systématiquement, vous avez vu les sources. Il y a une seule source qui est YouTube, mais l'ensemble des images d'archives, ce sont des images qui finalement ne nous appartiennent pas. Et donc, on ne peut à ce stade réaliser que ce type de projection. Donc, si on fait d'autres projets, il faut évidemment payer les droits. Et nous, pour l'instant, on n'a pas les moyens de payer plus que ceux que nous avons dépensés jusque-là. Justement, c'est ce que je vous ai dit. Alors justement, toutes les images que vous avez vues, les images d'archives, ce sont des images que nous avons achetées à l'INA. Donc aucune image ne nous a été fournie par le Maroc. Ça, je peux vous dire, on les a sollicités, mais on ne les a pas reçus. Par contre, si nous l'avons fait, c'est parce que tous les deux, nous avons l'habitude de fréquenter évidemment à la fois les instances européennes et internationales, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a justement une carence sur le plan médiatique notamment. On n'a pas suffisamment d'outils en tant que Marocains, et je dirais même que tout simplement ceux qui souhaitent aujourd'hui défendre, ou en tout cas argumenter et présenter la question nationale, la question du Sahara, ne sont pas suffisamment outillés. Et donc on s'est dit pourquoi pas réaliser un documentaire, lui évidemment avec son attirail de journaliste, et moi en tant que juriste ayant beaucoup travaillé sur la question, notamment à Genève où moi j'ai fait mes études. Et à ce moment-là, donc sur le plan académique, mais également professionnel, j'ai suivi le dossier au sein de la Commission des droits de l'homme, qui aujourd'hui s'appelle le Conseil des droits de l'homme. J'ai aussi eu l'occasion de suivre le dossier au niveau onusien. Et donc on s'est dit, voilà, on va y réaliser un documentaire. Je suis navrée parce que ce documentaire est réalisé en haute définition. Et donc on a dû remettre ici une copie compressée, et malheureusement sur le plan technique,
ça a été quelque peu difficile de pouvoir justement vous le présenter. D'ailleurs, il manque encore un quart d'heure. Et c'est vraiment dommage parce que c'est effectivement le dernier quart d'heure qui peut aussi être intéressant. Mais ce n'est pas grave, je pense que vous aurez l'occasion, à la fois dans le cadre du débat qui va suivre, parce que nous avons ici aussi la présence d'éminents représentants et du monde académique qui vont pouvoir aussi répondre un petit peu à vos questions. Et moi, je me tiens aussi à votre disposition si vous avez évidemment des questions qui concernent en particulier le film documentaire. Mais moi, en tant que professeur de droit international et ayant enseigné depuis 1975 l'affaire du Sahara occidental à la faculté de droit de Rabat, je reste un peu sur ma soif. Il y a un manque de méthodologie manifeste dans la façon de faire le film. Vous avez le mérite de mettre beaucoup de choses, mais il y a un manque de... Vous avez mêlé les ennemis avec les partisans de la marocanité du Sahara, avec nos adversaires, et il fallait trouver un point de vue universitaire pour expliquer toutes ces résolutions que vous citiez. La résolution 15-14-15 n'avait aucune place dans ces résolutions que vous avez citées. C'est une résolution qui a été exploitée par le ministre des Affaires étrangères algérien, par le ministre algérien des Affaires étrangères, et qui a fait une confusion terrible entre le paragraphe 2 et le paragraphe 6 de la même résolution, en essayant d'insister sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui ne s'applique pas aux Marocains, qui ne s'applique pas aux Arabes, tout en faisant tout en essayant de ne pas citer le paragraphe 6 de la même résolution qui insiste sur le fait de ne pas toucher ni partiellement ni totalement à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale. Moi je vous félicite en tout cas, mais je remarque qu'il faut revoir ce film à mon sens. Moi je crois qu'il aurait pu servir de débat pour nous tous ce soir, parce qu'il soulève pas mal de questions et il me reste qu'à vous féliciter de toute façon pour l'effort que vous avez fait. Merci. Non, mais tout simplement pour vous dire qu'effectivement, donc en droit international, vous savez tout comme moi, et certainement beaucoup mieux que moi, qu'il y a toujours des interprétations. Il suffit de regarder l'avis de la Cour. Il a été interprété en faveur du Maroc pour les Marocains, contre le Maroc pour les autres adversaires. Donc il y a toujours un double regard. Ça, c'est évidemment le premier élément que je voulais vous dire. Le deuxième, c'est aussi de dire que notre objectif à nous n'est pas de donner la parole à des Maroco-Marocains. Notre objectif à nous, c'est de créer le débat. Moi, je n'ai pas ici, même si évidemment et naturellement, j'ai un parti pris dans ce dossier. Mais l'objectif, c'est effectivement aussi de pouvoir donner la parole à nos adversaires. Et je pense que c'est peut-être certainement l'erreur que la Maroc a fait depuis le début de ce dossier. D'abord, c'est de ne pas permettre à la société civile de s'interroger sur cette problématique. Deux, c'est justement de faire en sorte que ce soit un débat qui manque de contradictoire. Et moi, je crois qu'on ne peut avancer que si effectivement on peut avoir des adversaires dans ce dossier. Parce que si on reste entre nous, je crois qu'on va jamais avancer. En tout cas, c'est mon